L'aéroport Charles de Gaulle s'éveillait lentement, comme un géant assoupi reprenant conscience de lui-même. Le sol vibrait au rythme des roulettes des valises, les portes automatiques soupiraient à chaque passage, et les haut-parleurs distillaient leurs annonces mécaniques. Le vol AF072 à destination de New York est en cours d'embarquement porte K21. Une voix monotone, sans émotion, noyée dans le murmure incessant des voyageurs. Les lumières blafardes, encore tamisées par l'aube, projetaient des ombres bleutées sur les murs de verre. Les néons tremblaient légèrement, comme s'ils hésitaient à s'allumer complètement. Des visages tirés, épuisés par la fatigue ou par la vie, passaient sans se regarder, les yeux vissés sur les panneaux d'affichage ou sur leur téléphone. L'air, saturé par le mélange de parfums bon marché, de café brûlé et de traces invisibles de kérosène, laissait un goût amer dans la gorge. Au cœur de cette fourmilière, un homme se détachait. Noir de peau, grand, élégant, au port altier et au regard paisible, il marchait avec la tranquillité d'un homme qui n'a rien à prouver. Sa démarche était fluide, assurée, presque chorégraphiée. Il portait un costume bleu nuit taillé sur mesure qui épousait parfaitement sa silhouette athlétique. À son bras, une valise en cuir pleine fleurs, patinée par le temps, parlait d'un goût certain pour la qualité discrète. Cet homme s'appelait Kofi Mensah. À 42 ans, Kofi était bien plus qu'un simple passager. Il était le fondateur et PDG de Mensa Air, une compagnie d'aviation privée qui, en moins de 15 ans, avait redéfini les codes du transport aérien de luxe entre l'Europe et l'Afrique. Visionnaire, respecté, discret. Il avait bâti un empire sans faire de bruit, préférant l'efficacité à l'ostentation. Mais ce matin-là, il n'était pas un magnate. Il était simplement un homme, un patron curieux, venu inspecter personnellement un nouveau jet stationné dans un hangar privé. Pas de cortège. Pas de garde du corps. Pas de cravate dorée ni de lunettes de soleil hors de prix. Juste lui, son calme naturel et ce besoin profond de rester connecté à la réalité. Il s'approcha du contrôle de sécurité, ses pas rythmés résonnant faiblement sur le carrelage lustré. Devant lui, la file avançait lentement, rythmée par le bruit des bips et les ordres donnés d'une voix lasse par les agents. C'est là qu'il le vit. Franck Delcourt, policier de la PAF, police aux frontières, se tenait droit, les bras croisés sur son gilet pare-balles. Il était dans la quarantaine, large d'épaules, les traits marqués, le regard perçant mais sans chaleur. Ancien militaire reconverti, il avait gardé de son passé une posture rigide et une méfiance instinctive envers tout ce qui ne rentrait pas dans ses cases mentales. Depuis 12 ans qu'il travaillait ici, Franck observait le monde défiler sous ses yeux. Et il en avait tiré ses propres règles, souvent non dites, parfois violentes. Sous son uniforme bien repassé, il cachait une peur chronique du changement. Il détestait les visages qu'il ne comprenait pas. Il avait appris à juger en un regard, les pauvres, les paumés, les fauteurs de troubles, les imposteurs. Et ce matin-là, son regard se fixa sur Kofi. Trop bien habillé, trop sûr de lui. Un noir, seul, qui dégageait une prestance étrange. Franck sentit son instinct s'éveiller, ou du moins, ce qu'il croyait être de l'instinct. « Toi là !» lança-t-il sèchement. Le monsieuren costard. Oui toi. Viens ici. Kofi s'arrêta net. Ce n'était pas la première fois qu'on lui parlait ainsi. Et pourtant, une fois encore, la morsure était là. Oui, monsieur l'agent. L'intonation était déjà un verdict. Montre-moi tes papiers. Et vide ta valise. Kofi tendit calmement son passeport, un document rouge bordeaux frappé du sceau de la République française. Il connaissait ce jeu. Il l'avait vécu dans les hôtels, aux frontières, parfois même dans des restaurants de luxe. Y a un problème avec mon passeport, demanda-t-il d'un ton posé. Frank causa un sourcil. Il feignit d'examiner le document, mais ses yeux ne lisaient pas. Il cherchait une faille, un prétexte. Un nom comme ça, avec un passeport français? C'est louche. Tu fais quoi dans la vie? Kofi le fixa, un éclair d'irritation dans les yeux, aussitôt remplacé par une neutralité maîtrisée. J.E. Swiss entrepreneur. Frank ricana, un rictus amer sur les lèvres. Ouais. Et moi je suis le président. T'as une carte d'employé? Un justificatif? Quelque chose. Sans un mot, Kofi ouvrit sa valise. À l'intérieur, soigneusement rangé, se trouvait une tablette, quelques dossiers techniques et un classeur noir frappé du logo Mensa Air, doré sur cuir. L'insigne brillait doucement sous les lumières froides.
Franck fronça les sourcils, puis saisit le classeur. Mensaer? C'est pas la compagnie de ce riche Africain? T'as volé ça où? Il y avait dans sa voix une incrédulité mêlée de mépris. Le doute n'était même pas permis. Aux yeux de Franck, un homme noir ne pouvait pas posséder quelque chose d'aussi prestigieux. Il ne pouvait être que le chauffeur, le coursier ou le voleur. Et pourtant, à quelques mètres de là, une jeune femme blonde avait tout filmé sur son téléphone. Elle ne savait pas encore que cette vidéo ferait le tour du monde. Elle savait simplement que ce qu'elle venait de voir n'était pas juste. Le petit groupe de passagers qui s'était arrêté derrière Kofi observait la scène avec une étonnante intensité. Une femme, probablement dans la trentaine, avait sorti discrètement son téléphone et sous couvert de filmer un paysage quelconque, enregistrait chaque moment. Son pouce s'arrêtait brièvement sur l'écran de temps en temps, ajustant le cadrage pour capturer les détails de l'humiliation en cours. Les autres, gênés, se regardaient sans oser intervenir, chacun pris dans l'inconfort de la situation. Un enfant, les yeux grands ouverts, tirait la manche de sa mère, une femme d'une quarantaine d'années au regard doux mais marqué par la fatigue de la vie quotidienne. Elle avait les cheveux serrés dans un chignon précis, et portait un manteau gris délavé, comme ceux des femmes qui n'ont pas le temps de se soucier des modes mais qui savent toujours se tenir. L'enfant, d'un regard inquiet, continuait de tirer sur la manche de sa mère, sa voix innocente brisant l'atmosphère tendue. « Pourquoi il est méchant avec le monsieur ?» demanda-t-il, l'innocence de sa question résonnant comme un coup de tonnerre dans la salle d'attente. La mère baissa les yeux, incapable de répondre immédiatement, son regard fuyant de celui de son fils vers l'agent Franck. Elle savait que la vérité, bien que simple, était difficile à expliquer. Elle souffrait intérieurement de la situation, un malaise se déployant dans son ventre comme une brume glacée. Comment lui dire que parfois, même quand on est gentil, même quand on a tout fait pour s'intégrer, certains n'accepteront jamais votre place dans le monde. À cet instant, un autre agent arriva presque en courant. Il portait l'uniforme impeccable des services de sécurité aéroportuaire, mais il ne dégageait pas la rigidité de Franck. Karim Ben Daoud, un jeune homme d'une trentaine d'années, d'origine maghrébine, venait d'être averti par radio. Il était respecté pour son calme, sa capacité à gérer les crises avec intelligence et une forme de bienveillance naturelle qui contrastait avec la dureté souvent imposée par l'uniforme. « Monsieur Mensah » s'exclama Karim en s'approchant avec empressement. « Je suis désolé. Personne ne m'a prévenu de votre arrivée. » Le ton de sa voix était clairement empreint de confusion et de respect. Il avait déjà vu des personnalités publiques dans son travail, mais il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un de cette stature puisse être traité de la sorte. Le regard de Franck, qui jusque-là était marqué par une certitude dogmatique, se figea. Un flot de perplexité envahit ses traits. « Attends. Monsieur Mensah » répéta Franck, la voix légèrement tremblante, comme si une part de lui-même venait de se fissurer. Il n'était pas préparé à ça. Tu veux dire que c'est lui? Karim acquiesça, affichant une expression de contrition, mais aussi une pointe d'indignation pour ce qu'il venait de découvrir. Oui. Monsieur Kofi Mensah. Le propriétaire de Mensaer. Il marqua une pause, son regard se posant brièvement sur Franck. Il est ici pour visiter le nouveau jet stationné sur le tarmac. Le silence s'installa, lourd et implacable, comme une chape de plomb. Chaque son, chaque mouvement semblait se suspendre. Les passagers, qui étaient restés silencieux jusque-là, échangeaient des regards furtifs, chacun tentant de comprendre si ce qui venait de se dire était réellement possible. Franck pâlit immédiatement. Il s'était visiblement figé dans une réalité qui n'avait plus de sens. Ce regard que Franck lui avait lancé, ces sous-entendus et cette méfiance, tout cela se retournait contre lui comme un boomerang. Ses lèvres, sèches, s'entr'ouvrirent, mais aucune excuse ne franchit le seuil de sa bouche. Il n'avait pas les mots. Kofi se redressa lentement, comme s'il sortait d'un sommeil trop lourd. D'un geste calme, presque mesuré, il referma sa valise avec une lenteur délibérée, et ses yeux croisèrent à nouveau ceux de Franck. Son regard était celui d'un homme qui avait tout vu et qui savait, au fond de lui, que la confrontation était inévitable. Mais il ne se laissait jamais emporter par l'émotion. « Je vous ai dit que j'étais entrepreneur », commença-t-il avec une douceur inhabituelle, mais une fermeté qui ne laissait place à aucune contestation. « Vous n'avez pas cru bon de me croire, simplement à cause de ma couleur de peau. » Franck, déstabilisé, tenta de se justifier,
cherchant frénétiquement des excuses dans les protocoles, dans les normes de sécurité. Il parlait d'ordre, de procédures à suivre, de protocoles qui ne toléraient aucune exception. Mais ces mots se perdaient dans l'air, vides et fragiles. Kofi l'observa un instant, comme s'il mesurait la profondeur de la situation avant de répondre. Puis, un sourire doux mais empreint de tristesse se dessina sur ses lèvres. Il ne s'agissait pas de la victoire d'un homme sur un autre, mais d'une constatation douloureuse de ce que ce monde pouvait encore être. « Vous savez, monsieur Delcourt, dit-il, sa voix sereine contrastant avec la brutalité du moment, ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas que vous doutiez de moi. C'est que vous croyez que le succès, l'élégance et la citoyenneté ne peuvent pas cohabiter avec ma peau noire. » Les mots tombèrent lourdement, comme une vérité qu'il fallait affronter, un miroir tendu à Frank, dont le visage était désormais figé dans un mélange de honte et de confusion. Kofi se détourna alors, avec une dignité silencieuse, escorté par Karim, qui, bien que toujours un peu sous le choc de la situation, se sentait enfin aligné dans ses valeurs. Ensemble, ils se dirigèrent vers le salon VIP, tandis que le murmure des passagers ne cessait de grandir autour de l'incident, chacun ressentant l'impact de ce qui venait de se jouer devant leurs yeux. La vidéo, prise à la volée par la passante, fit rapidement le tour des réseaux sociaux. Intitulée « Quand un policier humilie un homme noir sans savoir qu'il est le PDG de l'aéroport », elle devint virale en quelques heures, atteignant 1 million de vues. Les premières réactions étaient brutales, presque frénétiques. Les internautes, excédés par l'injustice de la scène, condamnaient avec virulence l'attitude de Frank Delcourt. Un flot de commentaires rageurs inondait les plateformes. Les hashtags Justice pour Kofi et Stop Racisme dominaient les fils d'actualité. Dans les discussions, certains se sentaient appelés à défendre Frank, arguant qu'il n'avait fait qu'appliquer les règles. Mais une majorité prenait position en faveur de Kofi, soulignant l'inconcevable discrimination raciale qui se cachait derrière la situation. Les médias, traditionnels et numériques, s'emparaient du sujet, donnant à l'affaire une visibilité mondiale. La vidéo ne faisait pas que dénoncer un geste isolé. Elle réveillait les vieux démons du racisme systémique, des inégalités raciales que beaucoup préféraient ignorer. Le ministère de l'Intérieur ouvrit rapidement une enquête interne. Les hauts fonctionnaires se devaient de répondre aux accusations de mauvais comportement au sein de leur rang. Le nom de Frank Delcourt, jusqu'alors inconnu en dehors de son uniforme, devint un sujet de débat incessant. La vidéo était passée au-delà de la simple dénonciation d'un acte raciste. Elle devenait le symbole d'un système où l'injustice se cache parfois sous l'apparence de la loi. Dans la banlieue où Frank vivait, la situation était tout autre. La télévision était constamment allumée, mais il n'avait plus le cœur à suivre les actualités. Le regard des voisins avait changé. Les murmures se faisaient plus fréquents. Ils savaient. Frank ne pouvait plus se cacher derrière son uniforme, derrière le silence de la fonction publique. Il n'était plus qu'un homme brisé, un homme qui savait que les gens désormais le regardaient différemment. Ses nuits étaient hantées par les images de Kofi, la dignité de cet homme noir face à sa propre lâcheté. Il n'arrivait plus à dormir, le visage de Kofi se superposant à celui de sa fille, de ses enfants. Et cette question tournait sans cesse dans sa tête. Et si ça avait été moi, comment aurais-je réagi? La pression montait. Finalement, après un mois de silence, Frank, sur un coup de tête, décida de prendre un chemin qu'il n'avait pas envisagé. Il demanda à rencontrer Kofi Mensah. A la surprise generale, Kofi accepta. Ce n'était pas un geste de simple charité, mais un geste de compréhension. L'homme d'affaires ne cherchait pas la vengeance, mais une forme de réconciliation qui ne faisait pas de vaincu. Ils se retrouvèrent dans une salle de conférence sobre, presque trop sobre. Frank arriva en civil, loin de l'uniforme qui l'avait rendu si autoritaire, mais qui désormais lui semblait étranger. Il avait vieilli. Ses traits étaient marqués par l'angoisse et la culpabilité. Il avait l'air d'un homme brisé, abattu par la réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Lorsqu'il entra dans la salle, il se dirigea immédiatement vers Kofi, qui était assis tranquillement. Il s'agenouilla, un geste qu'il n'aurait jamais imaginé faire auparavant. Il n'avait pas besoin de mots, mais il en avait. Sa voix tremblait lorsqu'il prit la parole. « Je vous demande pardon. Ce jour-là, j'ai agi comme un homme aveugle, enfermé dans ses préjugés. Je vous ai vu comme un danger, alors que vous étiez un modèle de réussite, d'intégrité. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Kofi ne répondit pas immédiatement.
Ses yeux restaient fixés sur Franck, mais son visage était calme, impassible. Quelques secondes s'écoulèrent, pendant lesquelles Franck se sentait de plus en plus vulnérable, comme un enfant ayant reçu une leçon qu'il n'était pas prêt à entendre. Puis, doucement, Kofi posa une main sur l'épaule de Franck. Ce simple geste, bien plus fort que tout mot, était plus significatif que n'importe quelle excuse. Un silence lourd et chargé de signification s'installa entre eux. « Je vous pardonne, dit Kofi d'une voix tranquille, pas parce que vous le méritez, mais parce que le pardon libère celui qui le donne. J'espère que vous changerez, monsieur Delcourt. Pas seulement pour vous, mais pour ceux que vous croisez chaque jour. » Franck hocha la tête, une larme solitaire roulant lentement sur sa joue. Il se leva lentement, reconnaissant dans ses gestes la profondeur du moment. Il savait que le pardon n'effaçait pas ce qui avait été fait, mais il était une voie vers une transformation, une possibilité de se reconstruire. Quelques semaines plus tard, Franck quitta la police. Il ne pouvait plus faire semblant d'être celui qu'il n'était plus. Il rejoignit une association de réinsertion des jeunes de banlieue, un travail difficile, mais porteur de sens. Ses journées étaient désormais consacrées à raconter son histoire à de jeunes policiers en formation, leur expliquant que l'on ne pouvait jamais juger un homme par son apparence. Il leur parlait de la leçon qu'il avait apprise, à ses dépens, celle qu'aucune école de police ne lui avait enseignée, le respect. Kofi, de son côté, continua à faire grandir son empire. Mais ce qui avait commencé comme une humiliation publique s'était transformé en une forme de grandeur. Il devenait un symbole pour beaucoup, non pas en raison de sa réussite économique, mais pour sa dignité face à l'adversité. Il choisissait la voie du pardon, là où tant d'autres auraient opté pour la vengeance. Et dans les couloirs silencieux de l'aéroport, loin des caméras et des médias, beaucoup se souvenaient encore de cette phrase qu'il avait prononcée, la tête haute, un homme en paix avec lui-même, même face à l'injustice. Respecter les gens, ce n'est pas une faveur. C'est une obligation. Parce que vous ne savez jamais à qui vous avez affaire.